Au début, forcément, quand tu te lances dans le militantisme, tu as envie de changer le monde, donc tu n'es pas forcément toute la meilleure des pédagogies. Après, voilà, le but maintenant, c'est d'essayer de leur faire comprendre gentiment que ces pratiques-là ou que ces façons de faire n'ont plus lieu d'être, mais surtout qu'on peut faire différemment. Voilà, les deux seules choses qui sont ressorties de ce long combat d'un jour à chasseur, c'est donc une application pour que tu saches de ton téléphone où est-ce qu'il y a une zone de chasse, et l'autre chose, c'est de ne plus pratiquer la chasse sous alcool. Parce que c'était pas le cas avant, ça veut dire ne jamais en fait sous-estimer l'impact que tes choix peuvent avoir sur le vivant de manière générale. Les valeurs de sensibilité, d'empathie, de compassion en fait ne sont pas encore assez au centre de nos sociétés, de nos vies, alors qu'on a tous ça en nous. On est une espèce qui a besoin des autres, qui aime prendre soin des autres. Comment ça, une femme elle pleure, elle est sensible, et un homme il est musclé et il est fort? Salut Corentin. Salut Maxime. Merci d'intervenir une nouvelle fois dans le podcast. C'est avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te représenter du coup brièvement si les personnes ne te connaissent pas? Alors, Corentin Lagalade, coach sportif spécialisé dans la nutrition végétale. Ok, très simple et efficace. Exactement, Okay. ouais. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un sujet bien précis, parce que tu es un homme et tu es vegan. Absolument. Et dans la société, voilà, il y a beaucoup de préjugés, d'idées reçues vis-à-vis donc de cet aspect-là d'être un homme et d'être vegan. C'est vrai que tout ce qui va être sensibilité, environnement, etc., ça va plus être porté par les femmes. Et du coup, quand on est un homme, ben, en fait, c'est tout de suite, on est un peu vu bizarrement. On se dit, ben, en fait, mais pourquoi un homme, t'es pas censé être sensible et tout. Donc, toi, comment tu le vis au quotidien? Est-ce que c'est difficile pour toi ou pas? Pour moi, personnellement, ça ne l'est pas du tout, parce que je suis vraiment en accord avec ce que je ressens au fond de moi et avec voilà, tous ces ressentis, tous ces sentiments qui sont voilà, autour de la sensibilité, autour de l'amour de son prochain, l'amour du vivant, et qui, moi, aujourd'hui, me paraissent être vraiment des valeurs essentielles pour qu'on aille vers un monde meilleur, vers des sociétés qui se portent mieux. Et donc non, je suis très aligné et je pense qu'il n'y a vraiment pas meilleur sentiment aujourd'hui que d'être vraiment aligné avec les valeurs qui sont importantes à nos yeux, qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de son voisin, mais en tout cas c'est d'être à l'écoute de ces valeurs-là qu'on peut avoir et de tout faire pour être, comme je disais, aligné avec. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps? Juste rappelle-moi que tu es du coup… Vegan, ça fait plus de 5 ans. Plus de 5 ans, ok. Et du coup, est-ce que avant de le devenir, est-ce que tu avais toi aussi peut-être ces idées reçues-là sur les… J'avais pas ces idées reçues-là, parce que j'ai toujours trouvé les gens qui s'engagent, peu importe le sujet, mais des gens qui sont engagés, ça a toujours été des gens très moteurs pour moi, pour qui j'ai toujours eu beaucoup d'estime. J'ai toujours été depuis tout petit un amoureux du vivant en fait. J'ai toujours été passionné par les animaux, par la nature, par le monde sauvage. J'ai toujours regardé ça avec des yeux d'enfant. Encore à l'heure actuelle, je me balade juste en forêt, de voir un arbre, de voir des plantes, d'entendre un oiseau chanter. Je suis comme un enfant la veille de Noël, bien que je n'aime pas forcément ce que représente Noël en termes de fête commerciale. Mais voilà, j'ai toujours eu cet amour-là pour le vivant, pour toutes ces choses qui font le monde dans lequel on vit. Et donc j'étais déjà très sensible par rapport à ça. J'ai aussi toujours été très sensible par rapport à nos semblables, à nos frères et nos sœurs, sûrement dû à mon père qui a toujours travaillé dans le social. Et donc j'ai été entouré d'enfants en difficulté étant petit, d'enfants avec des handicaps. Et donc cette sensibilité-là, je l'ai toujours eue. Mais en tout cas, je ne regardais pas les personnes. Donc forcément, je ne pouvais pas regarder des personnes qui avaient elles aussi ces sensibilités-là. Je ne pouvais pas les regarder en me disant « Ah, elle est bizarre, peu importe son sexe. Parce que j'ai baigné dedans. Ouais. Donc tu avais déjà du coup une prédisposition à cette sensibilité des autres et des animaux, etc. Donc en fait, oui, clairement. Dans ta tête, toi, c'était normal et il n'y avait pas ce truc de voilà, vraiment cette distinction entre hommes et puis… Non, du tout. Pour moi, ça m'a pas du tout marqué. J'y ai pas été non plus énormément confronté. Je me suis pas fait attaquer ou chambrer ou vanner parce que je décidais d'attacher autant d'importance à nos semblables qu'à un hérisson ou à une fourmi, enfin bref, à toute forme de vie. Et pourtant, je viens d'un milieu très rural, en habitant à la campagne. Mais c'est sûr que ça a été plutôt après, quand j'ai commencé à devenir militant, donc à vraiment afficher mes convictions et à pouvoir manifester contre certaines pratiques ou contre certaines aberrations,
Où là, par contre, ouais, là, j'ai été confronté à des discours assez virulents, assez méchants gratuitement, où là, de suite, on te renvoie à des trucs très puérils. Voilà, dès que tu veux toucher un peu à la façon dont se passe l'agriculture dans les milieux ruraux, dont se passe la chasse dans les milieux ruraux, ou à aussi essayer de changer les mentalités par rapport à l'alimentation. Là, ça devient, là voilà, on a vraiment des personnes en face de nous qui sont, comme je disais, très puériles et c'est des discours de cours de récréation. Ouais. Voilà. Tenus par des personnes voilà, qui sont pères de famille, qui sont peut-être même grands-pères, enfin voilà, et qui là par contre te renvoient à des choses, voilà, si tu manges pas de viande, enfin voilà, ceux qui mangent pas de viande c'est pour les gonzesses, tes causes c'est des trucs de nana, trucs de, enfin voilà, qui te renvoient à des trucs vraiment hyper petits. Donc en fait, juste le fait que tu sois vegan, toi, t'as pas ressenti de problème vis-à-vis de ça, même quand tu étais du coup à la campagne. Non. Voilà. Non. Mais à partir du moment où tu as commencé à l'affirmer, à le montrer, ça, exactement. À ouvrir ta bouche entre guillemets, à dire en fait, moi je suis contre ça, je suis machin et tout, c'est là que tu as commencé à recevoir des critiques. Exactement. En fait, quand tu fais les choses dans ton coin, bien sûr. forcément. Bien sûr. Voilà, les gens ils peuvent se permettre n'importe quel jugement, mais c'est rare qu'on vienne te le dire ouvertement. Mais tu sais qu'ils en pensent sûrement pas moins. Mais on te le dit pas. Donc tu t'en fiches, tu fais ta vie. Mais dès le moment où là tu affiches tes convictions et que tu décides de remettre un peu en cause l'ordre établi, de certaines pratiques ou de certaines choses qui sont en place depuis longtemps, là forcément il y a des personnes qui sentent que tu es en train de remettre en cause un peu leur petit pouvoir ou le fauteuil dans lequel ils sont. Et là, forcément, là, oui, ça devient plus dérangeant. Et là, par contre, tu n'as jamais des discours de personnes qui deviendront prix Nobel de la paix ou qui changeront le monde, ça c'est sûr. C'est vrai, parce que tu t'attaques du coup à leur façon de vie, à leur quotidien. Tu me dis si tu me parles d'agriculteurs, d'éleveurs et tout. C'est ça, exactement. Voilà, tant que tu les déranges pas, je pense que c'est ça en fait. C'est que tant que tu les déranges pas, bon, ok, peut-être que t'es bizarre, tu fais tes trucs, pas de souci. Mais du coup, là, si tu viens en leur disant c'est pas bien ce que tu fais et tout, là, bien sûr que tu viens les titiller et du coup, tu provoque un petit peu la colère. Exactement, et donc au début forcément quand tu te lances dans le militantisme, tu as envie de changer le monde, donc tu n'y mets pas forcément toute la meilleure des pédagogies, c'est un peu trop frontal, et donc tout ce qui est frontal forcément ne mène jamais à rien. Bien sûr. Mais après voilà, le but maintenant c'est plus d'amener les choses d'une façon un peu plus collective, consciente, et d'essayer de leur faire comprendre gentiment que ces pratiques-là ou que ces façons de faire n'ont plus lieu d'être, mais surtout qu'on peut faire différemment. Et essayer d'instaurer un dialogue qui soit plus dans la compréhension, mais même de cette façon-là, c'est pas toujours évident avec ce type de personnes en face de soi, c'est sûr. Et du coup, donc, quand tu as commencé ton militantisme, on va dire, quel genre tu m'as dit un petit peu là, les remarques qu'on a pu te faire, et toi, comment tu répondais? Est-ce que tu répondais du coup d'une manière virulente à l'époque? Peut-être que maintenant tu répondrais différemment. Oui, exactement, tout à fait, bien sûr. À l'époque, c'était tu fonces tête baissée. Et tu as juste envie d'enfoncer toutes les portes, et donc quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, toi non plus tu fais pas preuve de la plus grande des pédagogies non plus. Voilà, tu sors des choses limite, mais voilà, t'es une honte pour le vivant, t'as pas ta place dans le monde actuel, t'as pas ta place dans notre société. Et là c'est avec un langage très doux que je vous le dis, hein, mais voilà, quand ça et aujourd'hui encore, quand ça m'arrive de croiser des chasseurs en forêt, je suis pas les plus tendres avec eux, parce que pour moi ce sont vraiment des personnes qui n'ont pas leur place dans le monde dans lequel j'aimerais qu'on vive. Prendre une arme et vouloir aller passer son temps en forêt pour détruire le vivant, la beauté du vivant, pour moi, c'est des gens qui sont une honte à l'évolution, une honte à la beauté de la vie. Donc, j'ai du mal à garder encore mon sang-froid par rapport à ces pratiques-là. Mais d'autres personnes qui sont un peu plus bourrins ou plus dans le monde de l'agriculture et qui vont plus te chambrer parce que tu manges pas de viande ou autre, là, non, je pense ça plutôt à la rigolade et en montrant qu'on peut avoir des muscles ou autre et être bien bâti et être en pleine forme sans ça, et quand on les voit eux qui ont le nez plein, qui est tout rouge exactement et tout, et qui sont en surpoids de 20 kilos, voilà, c'est facile. Il y a juste à regarder puis tu comprends. Exactement, et puis aussi après on apprend aussi avec le temps que quand on sait qu'on a une personne en face de nous, on sait très bien qu'il n'y aura pas de toute façon d'échange. Je m'attarde même plus dessus, en fait c'est surtout là où on voit qu'on mûrit. C'est qu'en fait, avec certaines personnes où on sait qu'il n'y aura rien à tirer, on dépense même pas d'énergie en fait. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Et donc maintenant, je préfère aller tirer vers des gens qui vont être demandeurs, ou en tout cas ouverts ou réceptifs, comme tu dis. Parce que déjà, dès le moment où il y a un échange, c'est beaucoup plus intéressant quoi qu'il arrive. Je veux dire, sinon, si vous êtes tous les deux fermés sur vos positions, la discussion ne servira à rien. Exactement. Et donc, du coup, voilà. Mais dans le milieu rural, c'est assez compliqué quand même d'avancer sur ces choses-là et de pouvoir trouver des interlocuteurs qui soient très ouverts, même si ça va de mieux en mieux forcément.
mais c'est pas simple. Et du coup, tu me disais, là, tu me parlais d'éleveurs, chasseurs et tout, tu t'es retrouvé, on va dire face à face ou tu as eu ce genre de discussion vraiment bien sûr. Comme dans quel contexte que ça comme je te dis, moi j'habitais à la campagne avant, donc tout autour de ma ville, c'est la forêt de Fontainebleau ou des champs. Voilà, le sud de l'Île-de-France, c'est une région, comment dire, très très productive en termes de céréales. Évidemment, très peu de bio, donc énormément d'intensifs et donc avec des pesticides et autres. Et donc forcément, que ce soit en fonction des périodes de l'année où je voyais dans des champs des agriculteurs épandre des substances où on sait très bien que c'est pas des substances très saines pour la terre, pour les insectes, mais même pour les produits qui vont être produits. Et bah effectivement, j'avais du mal à. Généralement, je m'arrête sur le bas-côté de la route et voilà, et j'interpelle l'agriculteur. Voilà, pour lui dire, pour essayer d'instaurer un dialogue ou des fois quand j'étais pas encore où j'avais pas mûri, pour juste lui rentrer dedans en fait de manière gratuite, pour espérer une réaction en fait qui n'était pas forcément la bonne. Et aussi autrement, quand je me baladais en forêt ou quand j'allais courir en forêt et que je tombais sur des gens avec leur gilet orange. Là, c'est pareil. Là, c'est compliqué C'est des choses qui me tiennent tellement à cœur que c'est difficile de rester lucide et d'avoir un dialogue qui soit constructif aussi, même si je l'essaye de plus en plus maintenant. Mais voilà, c'est des choses quand tu habites à la campagne où tu y es confronté toute l'année. Tu vois, la période vraiment où j'étais zen, c'était la période de mars-avril jusqu'à septembre, en fait, quand la chasse se termine. À partir de septembre, où je entendais les coups de fusil de chez moi, de la fenêtre de chez moi, j'entendais les coups de fusil dans la forêt. C'est des choses, tu te lèves, tu entends ça me tend de suite en fait. Et quand tu vois des 4x4 de chasseurs dans la ville et tout, voilà, c'est des choses qui me tendent en fait d'être confronté à ces choses-là. Donc plusieurs fois, j'ai discuté avec eux, on essaye d'instaurer un dialogue. J'ai rejoint des associations qui sont présentes dans la ville où j'habitais, qui justement essayent de faire la transition, d'amener un dialogue pour amener une transition ou une forme d'écoute et pour changer ses pratiques ou autre, d'une manière pédagogue. Mais voilà, ça avance très lentement. Ça doit être compliqué d'avoir des dialogues avec des chasseurs. Enfin, ils doivent savoir, je pense que toi, de toute façon, tu vas être contre. Donc, voilà, donc c'est à nous en fait de faire des petites concessions, alors qu'on est sûr de nos valeurs, on est sûr de ce qu'on avance en fait. Quel genre de concessions ? De leur dire par exemple, moi c'est sûr que là tout de suite aujourd'hui, je voudrais qu'il n'y ait plus de chasse en France. Ah oui, tu veux dire, ok, t'as le droit de chasser que tel jour ou tel truc, et puis le reste. Exactement, on va dire, allez, que tu chasses 5 jours dans la semaine, est-ce que tu peux en chasser que 3 ? Même si déjà c'est 3 de trop, tu vois. Ah oui, je suis d'accord. Mais en fait, dès le moment où c'est trop frontal, ou c'est trop direct, trop brutal, la personne, elle dira forcément non. Si toi, tu fais pas un peu de concession, elle va se dire, attends, pourquoi moi je ferais des concessions sur quelque chose que je peux faire depuis 50 ans, depuis 200 ans, depuis 300 ans. Qui n'est pas remis en cause. Exactement. Donc, mais c'est comme ça qu'il faut essayer de l'amener si on veut voir une légère avancée. Et pareil avec le domaine de l'agriculture. Ok. Et du coup, avec l'asso que tu as rejoint, est-ce que vous avez réussi à faire ces petites avancées-là ou pas ? Au niveau de la chasse, ça a très peu avancé. Ok. Parce que c'est vraiment très ancré vers chez moi et surtout, voilà, on va le répéter, 75% des forêts françaises appartiennent à des personnes privées, à des particuliers. Donc en fait, la personne, elle a envie de te dire merde, je continue, ok, je suis chez moi, j'ai rien à dire. Et après, avec l'agriculture, c'est différent parce que là, on va toucher à des consommateurs derrière, donc il y a quand même un pouvoir par rapport à ça. Et donc, si on explique à l'agriculteur que tiens, si, allez, il convertit un quart de sa parcelle en bio déjà, que derrière, il va avoir des retombées économiques, une demande et tout. Là, c'est différent. Là, c'est différent. Là, vu que tu parles du porte-monnaie et autres, même si la motivation ne sera pas la meilleure, quoi qu'il arrive, tu touches une corde sensible et ça peut amener des évolutions. Donc, des agriculteurs, on a pu faire des changements avec eux. On a pu voir des changements sur leur parcelle totale de 50% ou autres qui aillent dans le bon sens. Donc là, déjà, avec les agriculteurs, c'est plus facile. C'est plus facile. Parce qu'il y a ce côté-là, finance derrière. Alors que le chasseur, lui, il gagne rien et c'est son plaisir de pratiquer cette merde, excusez-moi. Mais en plus de ça, qu'il le fait 9 fois sur 10 sur une parcelle privée qui n'appartient qu'à eux. Donc, Et moi ce qui me fume encore plus, c'est de voir en fait tous les accidents de chasse qu'il y a en fait. Et que quand tu vois que les gens sont chez eux, ils se prennent des balles, ils sont dans la voiture et tout, ils se promènent. Enfin, tu vois, t'as même plus envie de te promener en forêt et tout. Bien sûr. Parce qu'en fait, c'est juste le terrain de jeu de quelques dizaines, centaines de personnes, tu vois. Bien sûr. Et tu dis, en fait, ils ont tellement de chasse, en fait, c'est tellement bien organisé, tout ce lobby-là, le lobby de la chasse et tout, que en fait, tu peux, enfin, ils sont tellement un peu partout, infiltrés partout dans la politique, tout ça, dans les organisations, qu'en fait, il faudrait la même chose de l'autre côté, mais qu'ils soient aussi bien organisés, aussi bien infiltrés partout pour pouvoir contrer. Exactement. Aujourd'hui, c'est ça qui freine. Ce sont énormément de sujets liés à
à tous ces gros pôles qui sont par rapport à l'environnement, à la chasse et autres, c'est le fait qu'ils ont vraiment parasité tous les organes de l'État pour pouvoir être partout et ils glissaient leurs mots à gauche à droite et pour pouvoir tirer un peu les ficelles. Et c'est pour ça qu'on a autant de mal aujourd'hui, malgré une opinion français de plus de 75% qui est contre quasiment toutes les pratiques de chasse. On a 90% des Français qui souhaiteraient que dans la semaine, il y ait au moins 2 jours sans chasse et toutes ces choses-là ne passent pas encore. Parce que c'est tellement, tous les organes de l'État sont court-circuités par toutes ces personnes-là, ce qui fait que ça n'avance pas. On l'a encore vu récemment avec les pesticides. Donc voilà, où on n'est pas capable de trancher de manière officielle, alors que c'est pareil. Je pense que 9 Français sur 10 aimeraient qu'il n'y ait plus du tout d'aliments qui soient faits avec des pesticides. Mais voilà, c'est gangréné et c'est vrai que par rapport à tous les accidents de chasse dont tu parlais, il faudrait aller voir le collectif Un jour un chasseur qui sont vraiment spécialisés là-dedans, qui sont des personnes avec qui j'ai pu faire différents événements et que je connais bien. Et c'est sûr qu'en termes de recensement des accidents, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable que malgré tout ça, il n'y ait absolument rien qui change au niveau de la législation. C'est que tu as l'impression qu'en fait, tout le monde s'en fout. C'est ça. Parce que juste pour, comme je disais tout à l'heure, une petite centaine de personnes qui veulent qui veulent jouer avec leur fusil et qui sous peut-être certains degrés d'alcool et qu'en fait tout le monde en pâtisse quoi. Mais bon, ça, les 2 seules choses qui sont ressorties de ce long combat d'un jour à chasseur, c'est donc une application pour que tu saches de ton téléphone où est-ce qu'il y a une zone de chasse. Bon alors c'est bien, mais je veux dire c'est pas comme ça qu'on. Non et puis c'est pareil. Ok, il y a une zone de chasse là, mais donc la balle quoi qu'il arrive, elle va pas rester dans cette zone de chasse là. Tu vois, s'il y a un tir qui va pas dans le bon sens. Et l'autre chose, c'est quoi? C'est de ne plus pratiquer la chasse sous alcool. Parce que c'était pas le cas avant, ça veut dire. Ah oui, c'est ça qui est assez dingue en fait. Donc c'est à dire que même quand ils prennent des décisions, c'est risible. J'ai vu ça et je me suis dit, mais en fait, c'est risible. On est rendu à ce point-là. En fait, tu dis, non, les gars, par contre, c'est sans alcool maintenant. Donc ça veut dire qu'en fait, tu étais d'accord et que tu savais que tu tolérais qu'ils étaient bourrés en fait. Il suffit juste d'aller dans un truc de chasse pour voir tout le monde. Et du coup, ça me fait penser à un truc. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, je pense notamment à une influenceuse un peu dans ce domaine-là, de la chasse peut-être au trophée. Peut-être que tu as vu passer, je sais plus comment elle s'appelle, mais celle qui était un peu l'égérie du monde de la chasse, la Johanna Clermont, non? Exactement, c'est ça. Oui, t'inquiète. Ces noms-là, je les retiens. Ça. Et j'avais vu, pareil, elle faisait des promos pour les safaris, des trucs et tout, et je voyais sur son compte Insta, tu vois, en fait, c'est super niché quand même, mais il y a quand même beaucoup de monde. Je vois avec ses publications, il y avait 6000 elle est archi suivie. Ils ont même réussi à créer une chaîne spécialement dédiée à la chasse. Et est-ce que c'est pas justement, tu vois, en allant chercher des gens, des femmes jeunes, tu vois, pour qui maîtrisent les réseaux sociaux pour vraiment en fait montrer que c'est cool quoi. Ils s'agrippent pas tout, ils ont même sorti une pub à la télé montrant les super côtés que de grâce la à nous la chasse chasse. aussi. Mais c'est grâce à nous il y a moins d'accidents sur la route, grâce à nous. Tu te rends compte que c'est vraiment de la manipulation. En fait c'est devenu du vrai marketing en fait. Mais je pense que aussi ça s'est accentué ces côtés-là de faire appel à des influenceuses, de faire des pubs télé, ça s'est accentué parce qu'ils se rendent compte qu'il y a de plus en plus de personnes en France qui sont contre. Et donc je pense qu'ils veulent un peu contrebalancer ça. Ils sentent que leur petit hobby, leur petit confort, c'est en train de leur glisser un peu gentiment entre les doigts et donc ils tentent un peu désespérément d'inverser la tendance, mais voilà, on n'est pas dupes et voilà. Moi, quand j'avais vu cette publication, j'étais devenu fou. Je m'étais dit, mais comment tu peux prôner ça, tu vois, et puis de dire tu vas aller faire un safari, tu vas ramener ton petit trophée, ta tête de lion, tu vas voir, qui est même pas dans ton pays, tu vas aller prélever une espèce ailleurs. Non mais tu l'as payé et je sais pas. Je me dis mais en fait on vit pas tous sur la même planète, tu vois. Elle va te faire un concours pour gagner ton fusil, ton truc et tout. Tu te dis mais il n'y a pas autre chose de plus intéressant que d'aller tuer des animaux alors que je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme s'ils vivaient vraiment déconnectés de la réalité sur une autre planète, un autre truc et tout, une autre réalité, vraiment un truc en mode où en fait tout va bien, les animaux il y en a plein, il faut qu'on les tue. Et comme si ton plaisir personnel en fait passait au-dessus de ça. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte que le rapport s'inverse et qu'en fait ces gens-là qui continuent de prôner ou de kiffer pouvoir détruire le vivant, détruire le sauvage ou le vivant de manière générale en fait, et que le rapport s'inverse et que ces gens-là soient pointés du doigt en fait. Ouais, bien sûr. Parce que c'est pas possible. Non, comme tu dis, une personne comme Johanna Clermont, elle est capable d'avoir je sais pas combien de milliers de followers, d'être ultra suivie. Alors que pour moi, une personne comme ça qui prône ce genre d'idées, on parlait complètement d'autres valeurs tout à l'heure au début de cette vidéo, et qu'une personne qui prône complètement l'inverse, en fait la destruction de la vie,
puisse avoir une telle communauté alors que toi tu prônes la vie et puis mince. Non, mais c'est ça, alors qu'il y a plein de gens qui font des choses de manière bienveillante et qui peinent à décoller, à avoir 2000 abonnés ou autre sur leur compte. Et ça, c'est assez. C'est frustrant un peu de voir que. C'est frustrant et ça me résume, ou ça montre en tout cas un côté de la société qui n'est pas encore totalement sur quoi on aimerait tendre, ça c'est sûr. Pas encore sensibilisé aux enjeux actuels. Je pense que c'est ça, c'est vraiment, donc du coup le but de cette vidéo là, c'est, voilà, je pense que voilà, il n'y a pas encore assez de, les valeurs de sensibilité, d'empathie, de compassion en fait ne sont pas encore assez au centre de nos sociétés, de nos vies, alors qu'on est tous faits de ça, alors qu'on a tous ça en nous, on est une espèce qui a besoin des autres, qui aime prendre soin des autres. On est des mammifères, hein, donc voilà, faut pas se mentir. Mais je pense que dû à nos modes de vie actuels, à ces sociétés actuelles, c'est des choses qu'on étouffe et qui aujourd'hui sont portées et très présentes du côté féminin. Je pense que les femmes ont ça vraiment en elles de manière plus forte que nous. Et que je pense que nous, les hommes, en fait, on est un peu obligé dans ces sociétés-là, si on veut être un vrai mâle, soi-disant, à mettre ces côtés-là un peu de côté et à faire que le côté viril en avant, alors que pour moi, l'homme d'aujourd'hui plus que jamais doit être en accord avec ces valeurs-là, il doit être aligné avec la sensibilité, avec l'empathie, avec la compassion en fait. Ben c'est ça. Du coup, ce que tu dis, ça rejoint un peu ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, c'est comment on est éduqué, enfin comment on est formaté entre guillemets par la société dès le plus jeune âge. Si dès notre naissance, on nous disait en fait tu fais ce que tu veux, si tu veux pleurer tu pleures, t'as pas besoin d'être fort et tout. Mais bon, même je pense en inculquant ça à nos enfants, en fait toute la société, tout ce qu'il y a autour jouerait ce rôle-là en fait, parce que peut-être que toi de ton côté tu vas faire ça, mais en fait tout le reste quand tu vas sortir à l'extérieur, mais tu vas le voir, que ce soit à la pub, au cinéma, dans tous ces trucs là, tu vas voir qu'en fait un homme ça doit être comme ça, une femme ça doit être comme ça, et en fait c'est pour ça qu'aujourd'hui on a ces problèmes là, je pense. Exactement. Ces stéréotypes. Exactement, c'est ces stéréotypes et une telle barrière en fait entre les deux. La femme elle va être sensible et l'homme il va être fort. C'est ça exactement. Et comment on peut réduire un homme et une femme et juste notre espèce en fait, nous les êtres humains avec un grand H, à ça en fait. Comment ça, une femme elle pleure, elle est sensible et un homme il est musclé et il est fort. Et aujourd'hui, ces choses-là, je pense, n'ont jamais eu aussi peu de sens qu'aujourd'hui. Et il faut tous et toutes qu'on tende vers l'inverse en fait. On doit tous ressortir ces côtés-là qu'on a en nous, qu'on avait à la naissance en nous, qu'on avait même jusqu'à je sais pas quel âge en nous. Et où en fait, si un homme il a besoin de pleurer, il doit pouvoir pleurer. Et sans qu'il y ait le moindre jugement et sans que ce soit compliqué en fait. Et aujourd'hui, moi j'ai beaucoup plus d'admiration quand je parle avec des gens de mon entourage pour des personnes qui sont capables, pour des hommes qui sont capables d'aborder ces sujets-là. De sensibilité, d'amour, d'empathie, de compassion, de tristesse, de peur, de peine. Et des hommes qui sont capables aujourd'hui de faire cet effort-là, d'en parler ouvertement, ça me fait briller les yeux parce que je me dis, on n'est pas perdu. Et ces gens-là, du coup, je dis, ah ouais, toi, c'est bon, la lumière, tu l'as laissé repénétrer ton corps, tu t'es écouté et tu as compris que toutes ces choses-là font intimement partie de toi et qu'on a besoin de ça en fait. Et ces gens-là vont être beaucoup plus moteurs pour nos sociétés de demain que ceux qui continuent de penser que non, je suis un homme, j'ai pas le droit de pleurer et il faut que je mange de la viande pour être viril et un mâle. Là, je me dis, toi, on peut plus rien pour toi en fait. Mais voilà, donc pour moi, toutes ces valeurs-là sont fondamentales et on doit tous y retendre vraiment plus. Ça, c'est une évidence. Et du coup, tu es bien du coup la preuve qu'on peut être un homme viril, musclé, sans manger de viande. Est-ce que du coup, parce que tu accordes quand même une place très importante au sport dans ta vie, est-ce que c'est aussi peut-être un moyen pour toi de montrer qu'on peut être tout ça en étant vegan? Oui, bien sûr. Et du coup, de prôner un peu du coup, en fait, regardez, moi je suis sportif, je suis vegan et tout, et ça va très bien, tu vois, d'être exactement, c'est évident en fait. D'incarner ça. Ouais, c'est clairement le cas en fait. Aujourd'hui, j'essaye comme toute cette cause-là, toutes ces valeurs-là de protection du vivant, d'amour de nos semblables, d'empathie, de compassion, en fait, sont des choses qui nous dépassent tous en tant qu'individus, vu que c'est pour un immense et merveilleux projet commun. C'est évident que toutes les choses de mon quotidien qui peuvent servir de levier pour amener ces choses-là et peut-être
crée un déclic dans la tête de certaines personnes, c'est évident que je vais m'en servir. Donc de pouvoir avoir un physique musclé, de pouvoir avoir une très bonne santé, de pouvoir montrer qu'on peut être aussi musclé mais être très sensible et vouloir faire attention même à une petite fourmi sur la route. Pour moi, c'est des choses qui sont très importantes et que je veux montrer au quotidien. Donc qui peuvent servir, comme je te le disais, de levier pour semer des petites graines au quotidien dans la tête de certaines personnes. Ouais. Ça, c'est clair. Et du coup, tu parlais tout à l'heure donc, que tu avais grandi donc, à la campagne. Je vais juste y revenir du coup 2 petites secondes. Est-ce que donc, dans ta famille, dans l'entourage de ta famille, etc., est-ce qu'il y avait des chasseurs, des personnes un peu dans ce… Il n'y a pas eu énormément de chasseurs du côté de ma famille, juste un frère de mon père, donc un de mes oncles, qui lui a toujours vécu en Normandie. Donc je ne sais pas si c'est un cliché avec les Normands, mais en tout cas, voilà, aller chasser de temps en temps. Il y a toujours eu des armes de chasse chez lui. Je crois que 3-4 fois dans l'année, il ramenait un gibier complet, et donc du coup, qu'il y avait dans l'espèce de pièce qu'il avait chez lui où on préparait en fait, mais donc du coup il le dépeçait entièrement et en fait ça lui faisait sa viande pour l'année ou pour 6 mois. Mais en tout cas ça a jamais quelque chose, ça a pas été quelque chose de laquelle je n'ai jamais été confronté, quoi qu'il arrive. Et mais moi je sais que, et après de l'autre côté de ma mère on est plutôt breton, donc là c'était plutôt au niveau de la pêche. Et où là forcément étant petit en fait je voyais ça, j'aimais bien pêcher, j'aimais bien faire ces choses là parce que c'était un peu une activité comme une autre en fait quand t'es gamin. En fonction de la marée, on allait pêcher des crevettes, ou on allait pêcher des crabes, ou quand on sortait en bateau, on mettait la ligne pour remonter quelques poissons. Et j'étais pas archi fan. Ouais. Mais tu faisais parce que je le faisais. Puis c'était un mois dans l'année, ou 2 semaines dans l'année. Mais voilà, là maintenant, toutes ces choses-là, c'est des choses auxquelles je m'interdis de participer. Donc maintenant, quand je vais en Bretagne et qu'on va faire un tour en bateau, il n'y a pas de pêche à la ligne. En tout cas, ils font ça quand je suis pas là ou autre. Mais c'est des choses auxquelles j'ai été confronté, mais avec lesquelles j'ai jamais été en adéquation, même petit, quoi. Ok. Ouais, donc il y a… je pense plus par la pêche, quand tu me dis du côté de breton plutôt que de la chasse. J'ai été plus confronté à la pêche qu'à la chasse, ça c'est sûr, même si ça n'a jamais été quelque chose de caché non plus du côté de la famille de mon père. Mais après, je pense que, comme je te disais tout à l'heure, le fait d'avoir été élevé avec mon père qui a toujours travaillé dans le social, et donc du coup d'avoir toujours eu cette empathie, cette compassion, cette ouverture d'esprit, cette compréhension envers nos semblables, ça a fait que la rendre juste normale vis-à-vis de toute forme de vie en fait. Au bout d'un moment, moi qui adore la nature, les espaces sauvages, la mer, l'océan, plonger, être sous l'eau, je me suis dit attends, je peux pas avoir envie de tout faire pour protéger mes semblables et à côté de ça pouvoir avoir un mode de vie qui cautionne le fait de fracasser les écosystèmes, de fracasser la nature, de fracasser les océans. Et je me suis dit ah ouais non, en fait cet amour que tu as pour tes semblables, en fait tu dois l'avoir pour tout de manière générale. Il n'y a pas de différence à faire entre tes semblables d'espèces ou envers les autres animaux tout court. Et donc au bout d'un moment, j'ai eu envie vraiment d'être aligné par rapport à ça et je me suis dit mais ouais en fait ce monde a besoin de personnes qui sont sensibles, qui sont empathiques, qui essayent de faire attention en tout cas à toute forme de vie du mieux qu'on peut. On ne peut pas s'empêcher d'avoir un impact sur tout le temps. Juste, j'utilise ma voiture, je peux pas ne pas faire en sorte qu'il n'y ait pas un seul insecte qui finisse sur mon pare-brise. Ça me touche, ça me coûte. Honnêtement, ça me coûte. Quand je vois des insectes écrasés sur mon pare-brise, ça me fait mal. Mais je peux pas tout faire pour qu'il n'y ait pas le moindre impact. Juste de faire en sorte, en tout cas, que dans chacune de nos prises de décision, on essaye de limiter cet impact-là. En fait, c'est ça qui. D'en avoir conscience. C'est ça exactement. Ne jamais en fait sous-coter ou sous-estimer l'impact que tes choix peuvent avoir sur le vivant de manière générale. Et je pense que déjà là, on arrivera à adopter un état d'esprit qui va être déjà beaucoup plus juste envers toutes ces espèces, envers le vivant. Et du coup, forcément, si au quotidien, on fait attention par nos choix, de tout ce vivant, forcément, ça va amener en nous plus d'empathie, plus de compassion et ça pourrait être que bienveillant et bénéfique pour nos sociétés. Donc tu dirais que quand même ton père a joué un rôle peut-être… ça c'est évident. Très important dans… C'est sûr. Parce que du coup, donc tu m'as dit qu'il travaillait dans le social et du coup, tu as eu déjà… il parlait avec toi de ça? Comment ça s'est passé? Il n'en parlait pas forcément.
toi, mais j'y étais confronté en fait, parce que donc il était éducateur spécialisé, donc il s'occupait au début, il s'occupait de jeunes qui avaient fait des peines de prison, donc pour les réinsérer dans la vie sociale, dans la vie active. Et après, du coup, comme c'était un travail un peu chaud des fois avec des personnes qui avaient des profils très costauds, tu vois, qui avaient fait des grosses peines de prison et autres. Et quand il m'a eu, du coup, il a voulu trouver quelque chose d'un peu plus rangé, avec un autre public, et donc il est devenu éducateur spécialisé. Et donc là, il s'occupait d'enfants avec des handicaps. Donc trisomie 21 ou des retards mentaux, bref, différents handicaps. Et en fait, mon père a toujours été très présent avec eux. Et donc, des fois, les jeunes, quand ils étaient vraiment dans des situations compliquées, tu vois, ils venaient à la maison passer une nuit ou un week-end pour les sortir de ces environnements-là, en fait. Et donc, moi, depuis tout petit, j'étais confronté à eux. Et ça m'a montré tout de suite la différence, d'accepter la différence et que peu importe, en fait, ces différences qu'il y a, que ce soit de handicap, de couleur, de tout ce que tu veux, en fait, on l'aime autant. Oui, bien sûr. Et donc déjà, ça m'a vraiment inculqué cet amour de mes semblables, qu'il ou quelle qu'elle soit. Et après, pour moi, ça m'a paru logique, arrivé à un certain âge, que ces valeurs-là et que cet amour-là, en fait, ils s'étendent à tout le vivant de manière générale. Ah, donc c'est vachement intéressant que c'est commencé du coup quand même quand tu étais jeune et tout, grâce au travail de ton père et tout. Qui m'a donné la chance de pouvoir le voir et y être confronté. Et je me rappelle d'une période où j'étais au collège, où j'avais fait ma petite crise d'adolescence, donc ça se passait pas bien avec ma mère, parce que mes parents étaient plus ensemble. Et mon père à ce moment-là avait des petits soucis financiers, donc il vivait, en fait, il y avait un appartement de fonction au sein même de la structure où il était éducateur spécialisé, donc au milieu de tous ces jeunes qui étaient en internat. Et donc moi, en fait, pendant un an, dès que je rentrais du collège, j'allais dans cet institut-là. Et donc, moi, je finissais à l'école donc à 4h30, j'arrivais à 5h là-bas au travail de mon père il bossait, et moi, j'allais retrouver tous mes potes, en fait, qui étaient les jeunes de l'institut. Donc, j'allais jouer au foot avec eux, au basket, on faisait du vélo, et ça a été mes potes, mais tout avec autant d'amour et d'affection que mes potes que j'avais à côté dans mon collège. Il n'y avait pas la moindre différence. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai été aussi beaucoup porté par le côté social, de faire des choses pour nos semblables. Mais voilà, comme je te disais, pour être vraiment aligné et avec l'amour que j'avais à côté de ça, du sauvage, de la nature et tout, d'étendre à tous les individus en fait. Non, franchement, c'est du coup un beau parcours, j'ai envie de dire, tu vois, enfin un bon première étape pour après devenir ce que tu es devenu. Du coup, franchement, c'est super intéressant. Et du coup, comment toi tu verrais, comment on pourrait faire du coup pour que les hommes s'intéressent un peu plus à tous ces sujets-là? Comment est-ce qu'on fait? Parce que du coup, voilà, comme on a dit, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de barrières en fait. Comment on devrait faire selon toi pour en fait arriver à ce qu'il y ait plus d'hommes qui s'intéressent aux sujets environnementaux, aux sujets de sensibilité animale, tous ces sujets un peu qui sont du coup très centrés sur les femmes à l'heure actuelle? Pour moi, c'est tout simplement de se poser la bonne question. Qu'est-ce que je veux ou à quoi je veux que serve mon passage sur Terre aujourd'hui en fait? Quelle est la finalité de cette vie que je veux avoir dans ce monde, sur Terre? Quelle trace j'ai envie de laisser? Et aujourd'hui, pour moi, essayer de tout faire pour que ce monde se porte mieux, qu'on fasse plus attention à nos frères, à nos sœurs, qu'on fasse plus attention aux espèces sauvages, qu'on fasse plus attention aux espèces qu'on utilise dans les élevages intensifs. En fait, pour moi, ça peut que être des bonnes motivations pour être déjà une bonne personne, de laisser une jolie trace de notre passage sur Terre pour le rendre meilleur et aussi de pouvoir être moteur, en fait, de pouvoir être un exemple. Demain, pour les personnes qui vont écouter ce podcast-là, qui sont des pères de famille ou autres, quelle plus jolie trace vous allez pouvoir laisser de votre passage sur Terre que de tout faire en sorte pour que cette société soit plus empathique, soit plus bienveillante, et plus d'amour en fait. Et pour moi, il n'y a pas meilleure finalité en fait que de prendre soin du vivant, que de prendre soin de ce monde et d'inculquer ces valeurs-là à un maximum de personnes là, à ses enfants et de prendre soin en fait de chaque être. Je pense qu'il n'y a pas meilleure façon d'être que d'avoir conscience de la beauté du vivant sous toutes ses formes au quotidien et donc essayer de s'investir ou déjà soit dans son quotidien pour soi-même, essayer d'être à la hauteur de ces valeurs-là, donc en essayant d'avoir le moindre impact possible sur toutes ces formes de vie et derrière pour ceux, là on cible un peu le public masculin, pour ceux qui le souhaitent, d'aller donner de votre temps
à des associations, à des collectifs et d'essayer de sensibiliser autour de vous pour être moteur en fait et pour faire partie de ceux qui vont essayer de rendre cette société plus jolie. Je pense que pour moi, il n'y a pas meilleure finalité. Et il n'y a pas meilleure, prise de conscience et respect de la chance qu'on a d'être sur cette belle planète, de la chance qu'on a qu'il y ait tous les éléments qui soient réunis pour créer la vie, pour qu'on arrive, nous, en tant qu'espèce, à être soi-disant la plus évoluée, la plus intelligente. Et à côté de ça, aujourd'hui, qu'on ne soit pas capable de toute cette évolution, de toute cette intelligence, de la rendre un peu à la beauté de la vie en prenant soin et en la prenant en compte chaque jour. Je souriais parce que du coup, il y avait le soleil qui a fait une belle percée pendant qu'il faisait des belles paroles. Du coup, j'étais en mode waouh, c'est magique. Ouais, grave. Le temps nous a écoutés, et vraiment, voilà, laissez ressortir votre sensibilité. On est tous faits de ça. Ouais. Et du coup, c'est que toi, t'as quand même une bonne base, j'ai envie de dire. Ah oui, bien sûr. T'as des bonnes fondations, mais du coup, pour toi, c'est devenu naturel d'être comme ça, d'être ouvert, d'être OK avec toutes tes émotions et tout. Mais je pense qu'il y a la majorité des hommes, c'est pas le cas en fait. Tous ces trucs-là, on les a mis au placard et puis la clé, elle est partie. Tu vois. Bien sûr, et je sais bien. Et je sais bien, voilà, comme tu dis, j'ai eu de la chance de grandir dans une famille sensible. Où moi, on m'a toujours, on m'a jamais fait sentir coupable ou autre ou responsable, tu vois, de pouvoir être sensible, très émotif. Oui, c'était normal, c'était la norme. Voilà, mon père était comme ça, donc c'était normal. Mais c'est sûr que je comprends avec tous les enfants ou les personnes qui ont grandi ou évolué dans des univers ou dans des familles où ce n'était pas toléré. C'est évident que c'est très compliqué et ça me rend triste parce que je me dis que ces personnes-là n'ont peut-être pas eu tout l'amour ou les moments de tendresse physique, tu vois, d'un câlin que chaque être mérite, parce qu'aujourd'hui, sauf les personnes qui n'en ont jamais eu de leur vie et qui ne savent pas ce que c'est, mais n'importe quelle personne, même si elle a eu qu'une seule fois un câlin de sa vie, de sentir la main sur son épaule ou d'être enlacé, personne ne peut me dire que c'est désagréable. C'est pas vrai. On en a toutes et tous besoin à des moments différents, à des doses différentes, mais on en a toutes et tous besoin. Ouais. On est fait de ça. Oui, on est des êtres humains, on a besoin d'être connectés, de sentir de l'amour et tout. Et il y a des moments où on n'est pas bien et voilà, et de sentir la main de quelqu'un sur soi ou les bras de quelqu'un sur soi, ça fait énormément de bien. Et donc j'aimerais qu'il n'y ait aucune personne dans ce monde qui manque de ça, qui manque de cet amour, qui manque de ces sensibilités, de ces moments de douceur. Mais je sais qu'il y en a énormément qui n'en ont pas. J'ai travaillé en tant qu'éducateur, donc je m'occupais de jeunes qui étaient placés par l'aide sociale à l'enfance. Donc j'en ai vu des enfants qui naissent pas dans les bons univers, dans les bons environnements. Mais on mérite tous notre part d'amour. Et aujourd'hui, peut-être que pour ces personnes-là qui n'en ont pas assez eu, allez, engagez-vous dans des causes nobles, dans des collectifs nobles, et vous allez voir, ça va vous faire énormément de bien. Vous allez sentir cet amour, cette empathie, cette compassion, et vous pourrez vous porter que mieux, c'est une garantie. Et d'avoir le sentiment de pouvoir être moteur et un exemple dans ce monde, je trouve qu'il n'y a pas plus gratifiant comme sentiment de dire moi je participe à l'effort commun, au bien-être commun, qui n'est pas intéressé pour moi personnellement, mais qui est dans un but d'un projet commun en fait, qui nous dépasse. Et du coup, je rejoins ce que tu dis, mais du coup, c'est vrai que c'est très centré du coup vers les autres. Tu vois, là, tout ce que tu dis, c'est vraiment très, très ouvert sur tout le monde, tout ce qui nous entoure et tout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, dans les sociétés actuelles, on est vraiment plutôt du coup l'inverse aussi. Très centré sur nous et sur nos besoins, nos vies. Et nos sociétés n'ont jamais été aussi malades. Ah mais bien sûr. Et donc c'est là où il va falloir commencer à tous déconstruire ça, d'arrêter de se concentrer sur des biens matériels, sur des biens personnels, mais de se rendre compte que ce qui nous fait être bien en tant qu'humain, avec un grand H, c'est de faire des choses pour les autres, des choses qui sont désintéressées, qui sont dans un but global en fait. C'est de participer au bien-être des autres. Ça, c'est vraiment ce de quoi on est fait, qui est dans nos chairs à tous. Et on se rend compte, comme je le disais, on n'a jamais eu autant de personnes qui prennent des antidépresseurs, qui prennent ces cachetons-là pour essayer d'aller mieux, alors qu'on n'a jamais eu autant de monde en termes de matériel. Tu vois, on n'a jamais eu autant de confort matériel. Donc on se rend compte que c'est pas ça qui nous… Non, absolument pas. Et donc de nous faire croire que l'argent, machin, non, c'est pas vrai. Faites des choses, donnez de votre temps pour des causes nobles, pour des choses qui vous tiennent à cœur, mais qui sont désintéressées d'un projet personnel. Et
vous allez être que de mieux en mieux et du coup ça va être un cadeau aussi pour les personnes que vous aimez parce que vous allez être mieux dans votre peau et donc vous allez pouvoir donner encore plus d'amour aux gens qui sont importants pour vous. Ouais, ça juste pour terminer, c'est que du coup quand on fait ce genre d'action là, ben ça nous fait aussi du bien à nous en fait. Parce bien sûr. On fait du bien aux autres mais du coup c'est quand même désintéressé mais ça nous fait quand même du bien à nous parce qu'on récupère voilà, peut-être plus de tranquillité, plus de sensibilité, peut-être de foi en l'humanité, je sais pas. Voilà, c'est la seule action égoïste qui mérite d'être faite au quotidien. Réellement. D'aider les autres pour que exactement. ça nous fasse du bien. Ouais, celle-là, c'est la seule qui mérite vraiment le coup. On prend ça et on le fait tous les jours. Exactement, c'est ça. Et au bout d'un moment, on se lève et on est bien dans son corps parce qu'on sait qu'on participe en fait à rendre ce monde plus joli et d'être moteur. Et ça, aujourd'hui, pour moi, le monde en a plus besoin que jamais, réellement. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup Corentin. Avec grand plaisir. Une petite discussion sur plein de choses. Ouais, exactement. Donc, et puis bah écoute, on se dit à bientôt. Ouais, à très vite. Salut. Ciao.